Bonjour à toutes et à tous, encore une fois et bienvenue, au webinaire de l'UDES dédié au lancement de l'outil de mesure de l'empreinte carbone des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je suis Lucie Morin, chargée de communication à l'UDES et j'animerai cette webconférence pendant 1h30 autour de ce sujet, passionnant. Je vais vous dire un mot rapidement sur ce qu'est l'UDES, car je ne suis pas certaine que l'ensemble des participants nous connaissent. Donc, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, c'est l'organisation patronale représentative des employeurs de l'ESS au niveau multiprofessionnel. Nous fédérons 22 groupements et syndicats d'employeurs sur un périmètre de 16 branches professionnelles, ce qui recouvre une réalité d'environ 32 000 entreprises et près de 1 million de salariés. Nous avons choisi le format webinaire pour lancer cet outil. Cela nous semblait effectivement plus adapté pour toucher un maximum de personnes et je vois que vous êtes plus de 100 à l'écran, donc nous en sommes ravis. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement nos trois partenaires, donc le Crédit Mutuel, la Fondation Crédit Coopératif et la Massif, pour leur soutien dans le lancement de cet outil. Vous dire que les échanges sont enregistrés et que vous recevrez l'ensemble des supports à l'issue de la présentation. Vous pouvez poser vos questions et réagir directement dans l'espace conversation en bas à droite de votre écran et nous nous chargerons d'y répondre tout au long de la présentation pendant les temps dédiés. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Dorothée Bedoc, administratrice de l'UDES en charge de la transition écologique. Pour ce mot d'ouverture, Dorothée, je vous laisse la parole. Merci Lucie et bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour ce webinaire consacré à la transition écologique et qui s'intitule donc Réduire son empreinte carbone avec Valores, puisque l'objet tout particulier de ce webinaire sera de vous présenter ce nouvel outil. Cette démarche s'inscrit dans un objectif plus large d'objectifs transition 2025, hein, comme nous avons souhaité l'intituler à l'UDES. C'est donc un objectif qui s'étale sur plusieurs années. Nous avons démarré il y a déjà plus d'1 an pour préparer l'ensemble de ce projet. Nous avons lancé le projet au travers de journées de sensibilisation qui se sont déroulées au printemps, puisqu'il y a eu des journées dans 6 régions durant lesquelles nous avons réuni plusieurs centaines de participants. Donc, il nous a paru indispensable de lancer ce projet dans la mesure où la transition écologique est urgente. L'ensemble des études du GIEC alertent sur le fait que les personnes en situation de précarité subiront davantage les effets du changement climatique. Et cette transition écologique doit donc être accompagnée d'une transition sociale. C'est la raison pour laquelle l'UDES a souhaité se positionner fortement sur ce sujet-là. Et on aura donc également à intégrer les mesures qui viennent d'être annoncées par le gouvernement il y a quelques jours et qui prévoient donc un certain nombre de nouveaux objectifs au-delà donc de ceux qui avaient déjà été fixés dans dans les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, avec donc un certain nombre de mesures qui consistent à nous faire revenir sur le seuil de plus 1,5 degré autour des années 2030. Et on a bien vu qu'un certain nombre d'objectifs du gouvernement concernaient également cette date butoir de 2030 qui est donc assez proche. Voilà, donc cette urgence, l'UDES l'a pris en compte. Nous aurons donc une démarche qui, comme je le disais, sera pluriannuelle et qui comporte plusieurs mesures sur lesquelles nous reviendrons. Néanmoins, il est important de souligner que nous faisons le constat que les entreprises doivent jouer un rôle important dans cette transition écologique et les entreprises de l'ESS tout particulièrement lorsque justement nous parlons et nous mettons en avant la nécessaire transition sociale pour ménager les plus vulnérables, puisque c'est bien sûr l'objectif de l'ensemble des adhérents de l'UDES et c'est ce qui nous occupe au quotidien. Et donc, on doit s'en charger au travers du sujet de la transition écologique également, et j'ai envie de dire en premier lieu dans la mesure où c'est le plus grand objectif de notre pays et de la Terre entière pour arriver à sauver notre planète.
Voilà, donc quel rôle pour les structures? Comment est-ce que l'UDES se positionne pour eh bien, permettre et faciliter l'engagement des entreprises de l'ESS, hein, qui sont de plus en plus nombreuses eh bien, à s'engager dans cette thématique? Pour le faire, eh bien, pour faire que notre économie sociale et solidaire soit le fer de lance de cette transition nécessaire. Donc pour vous aider dans dans ce défi, l'UDES intervient à travers de la mise en place de son projet Objectif Transition 2025. Et donc, après avoir sensibilisé les associations sur ce sujet-là, eh bien, nous nous chargerons de vous outiller et de vous former sur ces aspects-là. Donc, de vous outiller avec donc cet outil Valores pour vous aider à identifier votre empreinte carbone et donc à vous mettre, eh bien, à mettre en place un certain nombre de mesures pour eh bien, atteindre vos objectifs en matière de transition écologique, mais également des formations qui seront donc diligentées en partenariat avec les OPCO de l'ESS pour eh bien, vous permettre de former au sein de vos associations, vos équipes sur ces sujets-là. On y reviendra également puisque ces formations seront diligentées à l'automne, enfin automne-hiver 2023 et début 2024. Donc, on reviendra sur ces sujets-là au cours du déroulé. Nous aurons également en troisième étape eh bien, un objectif de prospective, puisque nous diligenterons des enquêtes qui permettront eh bien, de mesurer eh bien, ce qu'il reste à travailler de façon à ce qu'on puisse anticiper les prochaines étapes de l'impact des sujets particuliers de la transition écologique, de façon à ce que eh bien, nous puissions poursuivre notre engagement auprès de vous dans la construction de futurs outils pour vous permettre de poursuivre cette transition écologique. Il y aura des guides employeurs hein, qui seront proposés à l'appui des formations pour vous permettre eh bien, de diffuser aussi au sein de vos équipes et de soutenir l'ensemble de vos démarches. Donc, nous y reviendrons également pendant le webinaire. Concernant donc le déroulé de ce webinaire, il va se présenter donc en plusieurs étapes. Nous allons commencer par vous présenter la démarche de l'UDES et le travail conjoint avec l'ABC. Ce sont Sébastien Darigrand, donc directeur général de l'UDES, et Quentin Guignard, responsable du pôle méthodologique à l'ABC, qui vous présenteront cette démarche. Nous en viendrons ensuite à la présentation de l'outil en tant que tel, avec toujours Sébastien Darigrand, mais également accompagné de Victor Pichot, qui est chargé de méthodologie à l'ABC, et Lucas Chassagne, qui est fondateur, consultant en RSE et transition écologique à l'EFIB. Et puis, nous aurons la parole, enfin une parole d'expert avec Delphine Chaumiol, responsable des partenariats à la Fondation du Crédit Coopératif, hein, qui est un de nos partenaires sur ce projet. Et enfin, un témoignage employeur avec Monsieur Richard Huet, qui est chargé de développement durable au sein de l'association GAPAS, qui a mené un projet ambitieux hein, de démarche de réduction des émissions à effet de serre et plus largement de l'utilisation de l'outil UDES. Voilà, donc je cède la parole à nos intervenants et je vous retrouve donc pour le mot de clôture au terme de ce webinaire. Merci Dorothée. Merci hein, pour ce mot d'ouverture. Alors, comme précisé, hein, nous avons de nombreuses annonces à faire, notamment en matière d'accompagnement sur le sujet. Donc, restez avec nous jusqu'au bout de la présentation. On va effectivement hein, passer à la présentation de la démarche menée par l'UDES et l'Association pour la transition bas carbone. Alors, tout d'abord, pourquoi, en tant qu'organisation patronale, on s'est saisi de ce sujet? Quelles ont été les prémices et les différentes étapes de la collaboration? Eh bien, autant de sujets qu'on va aborder ensemble avec Sébastien Darigrand, directeur général de l'UDES, et Quentin Guignard à l'ABC. Sébastien, je vous laisse peut-être commencer, et puis Quentin, vous pourrez ensuite réagir. Merci Lucie, bonjour à toutes et à tous, et ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement de cet outil de mesure de l'empreinte carbone des entreprises et des employeurs de l'économie sociale et solidaire.
C'est un travail d'équipe, ce lancement de cet outil Valores modifié dans ses aspects pour intégrer la transition écologique. Un travail d'équipe parce que ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé à travailler le sujet en s'associant les compétences d'ingénieurs spécialisés dans la transition écologique. Et qui de mieux que l'Association pour la transition bas carbone et les équipes de Quentin Guignard pour nous accompagner sur ce sujet il y a maintenant presque 2 ans et de façon plus opérationnelle depuis 1 an et demi à travers la signature d'une convention de partenariat. C'était en janvier 2022. Vous voyez, il s'est passé 18 mois et on est aujourd'hui en capacité de vous présenter cette plateforme. Euh, 2, 3 éléments que je voulais quand même souligner pour vous expliquer comment nous avons travaillé sur ce sujet. D'abord, je crois qu'on est la première organisation d'employeurs nationale à se saisir de ce sujet de façon globale et à travers dans ce que évoquait Dorothée en introduction, hein, à la fois des rencontres, des formations, un outil dédié et puis un travail prospectif sur les métiers de demain en lien avec la transition écologique. Donc ça, c'est quand même à souligner. Et je crois que c'est aussi un travail militant, quelque part, hein, qui est celui de l'UDES, qui est de porter ces questions de transition écologique juste et transition écologique sociale dans le cadre de nos travaux. Donc, je crois que c'est quelque chose d'important à souligner. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce travail il a été fait, bien entendu, avec les employeurs du secteur et avec nos adhérents, que je remercie évidemment, puisque ce sont eux les premiers concernés par la façon dont ils vont pouvoir se saisir de cet outil et de sa mise en œuvre. Et donc, on a constitué maintenant, il y a presque 2 ans, un comité de pilotage composé de l'ensemble de nos membres, des experts aussi, et de nos partenaires, ce qui me donne l'occasion de les citer, puis de les remercier également, à la fois nos partenaires experts. Je pense au labo de l'ESS, je pense à l'AVIS. Il y a aussi le mouvement associatif qui a participé à nos travaux et nos partenaires soutiens, donc la Fondation Crédit Coopératif, la Massif et le Crédit Mutuel, qui nous ont accompagnés sur ce projet. Alors, la convention que nous avons signée avec l'ABC, Association pour la transition bas carbone, elle est vraiment de nous accompagner sur plusieurs choses, à la lumière des compétences de l'association, à la fois sur la question du bilan carbone, hein, puisque l'association en dira quelques mots, mais porte effectivement le bilan carbone, mais aussi le management de la stratégie nationale bas carbone, notamment la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce que nous avons fait, plusieurs choses. La première, c'est qu'on a conçu cet outil à travers une logique d'indicateur de mesure permettant de se doter de ce que d'aucuns appellent une comptabilité carbone, donc de premier pas pour ce qui nous concerne. La plateforme que nous avons conçue est simple d'utilisation, vous allez voir tout à l'heure, elle est adaptée à une pluralité de secteurs, elle est gratuite et donc open source sur le site Valores. À préciser quand même, mais ça on aura l'occasion d'y revenir avec l'ABC qui précisera que ce n'est pas un bilan carbone réglementaire au sens de la loi, mais que ça en rapproche très fortement à travers les indicateurs que nous avons travaillés et que nous sommes en capacité à travers cet outil à la fois de s'engager dans une trajectoire de baisse des émissions et puis de le faire avec des indicateurs tout à fait pertinents. La deuxième chose que je voulais souligner là-dessus, c'était que on a maintenant une capacité, à travers cette plateforme Valores, d'avoir un outillage complet permettant aux employeurs de l'ESS et aux porteurs de projets de se saisir d'une démarche RSE globale, à la fois sur la mesure des impacts sociaux et sur la mesure de l'utilité sociale de leurs organisations, et maintenant la mesure de l'empreinte carbone. Et c'est extrêmement important pour nous, parce qu'on s'inscrit véritablement là dans la stratégie employeur engagé que l'UDES a formulée il y a maintenant 2 ans et qui s'inscrit véritablement sur l'articulation entre les valeurs de l'économie sociale et solidaire et les pratiques de ces employeurs. Donc là-dessus, on est vraiment en phase avec nos ambitions. Troisième chose, c'est le programme d'accompagnement. Alors, vous allez voir, hein, il est ambitieux. Il y a à la fois, on ne voulait pas laisser simplement les structures avec un outil, quelques indicateurs, mais on voulait vraiment accompagner une démarche pour conduire le changement. Je crois que cet outil répond à travers des fiches techniques et des fiches pratiques environnementales
sur lequel on aura donc une présentation tout à l'heure avec EFIB, et puis bien entendu une vision cible pour permettre à chacune des structures de s'engager dans la transition à travers donc une capacité à mesurer les efforts à parcourir entre le bilan qui est réalisé aujourd'hui et la façon dont on peut baisser ses émissions au regard de la stratégie 2030. Donc, dans ce cadre-là, personnellement, moi, je suis ravi d'avoir cette équipe autour de nous. Je crois qu'on a bien bossé, on va vous le montrer, mais qu'on est assez fiers de cet outil. Et personnellement, je suis très fier de travailler avec cet écosystème d'acteurs, que ce soit nos partenaires experts, soutien, et puis bien entendu l'ABC. Je laisse de suite la parole à Quentin Guignard pour qu'il puisse de son côté dire quelques mots. Merci beaucoup, Sébastien. Écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être là, effectivement, après un petit peu plus d'une année de travail assez intense sur cet outil. Je pense qu'on a bien avancé, on a beaucoup exploré. Et moi, c'est ça qui m'a particulièrement plu dans ce projet, c'est qu'on était effectivement sur quelque chose d'ambitieux, sur quelque chose d'un peu nouveau, pour vous comme pour nous, finalement. Historiquement, donc, l'ABC, c'est une association qui a fêté ses 10 ans d'existence l'année dernière. Donc, c'est une petite asso. Aujourd'hui, on a 935 adhérents et licenciés. On a une toute petite équipe salariée, une grosse dizaine de personnes. Et encore, elle est en train on va dire, de se compléter encore aujourd'hui, puisqu'on a la chance peut-être, je ne sais pas si c'est une chance, mais que la transition écologique soit de plus en plus urgente. Donc, notre sujet intéresse de plus en plus et les missions se multiplient. En parlant de missions, vous avez sous les yeux les 4 grands axes finalement de nos activités. Et donc, le premier, et celui pour lequel on est le plus connu, je pense, tourne autour des enjeux, je dirais, techniques, méthodologiques de la transition, en particulier sur la comptabilité carbone, le fameux bilan carbone. Donc, c'était notre ancien nom, association Bilan Carbone. Aujourd'hui, on a changé parce que justement, il y a 3 autres piliers qui se rajoutent. Et ces 3 autres piliers, c'est aussi, on développe, on crée des outils, on crée des méthodes, mais ensuite, on fédère les utilisateurs. On essaye de faire en sorte que les personnes qui souhaitent avancer sur le sujet de cette fameuse transition bas carbone puissent le faire ensemble, efficacement, en synergie, qu'on ne réinvente pas la roue constamment. Donc, cette fédération de toutes les parties prenantes de la transition, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient citoyennes, qu'elles soient d'ailleurs en française ou pas française, c'est vraiment très important pour nous de rassembler autour d'une même table et de partager toutes les bonnes initiatives. En parlant de bonnes initiatives, on se fait aussi le relais d'un maximum finalement d'actualités, de thématiques de réflexion sur les enjeux. Alors, carbone, comme il est précisé ici, de la transition de manière générale. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup plu à travers le projet de l'UDES. C'est finalement, nous, on parle quasiment que gaz à effet de serre. Or, la transition bas carbone, ce n'est pas que réduire ces gaz à effet de serre, c'est aussi trouver un modèle de société différent pour l'avenir, quelque chose qui soit certes plus sobre en émissions, mais aussi peut-être plus juste, mais aussi peut-être meilleur à vivre. Et donc, c'est dans cet objectif qu'on se retrouve, je pense. Et puis enfin, je l'ai un petit peu glissé, on agit en France, mais on agit aussi à l'international, que ce soit sur la sphère francophone ou de manière générale autour du monde, pour tous ceux qui souhaitent réfléchir aux enjeux de la comptabilité carbone, aux enjeux de la transition avec nous. Notre porte est grande ouverte et nous sommes ravis aujourd'hui, par exemple, d'échanger beaucoup avec le Maroc, avec la Roumanie, avec le Portugal, avec l'Europe de manière générale, évidemment, sur ces enjeux de comptabilité carbone et de transition. Alors, cette comptabilité carbone, si je me permets quelques mots, on va dire, sur ce que c'est, parce que là, on va beaucoup parler de gaz à effet de serre, de comment est-ce qu'on fait des calculs, etc. Tout ça rentre dans un cadre quand même. Si Lucie, tu veux bien passer à la slide d'après, merci. Ce cadre méthodologique, ce cadre théorique, n'est pas nouveau. Ça fait une vingtaine d'années maintenant quand même que le bilan carbone existe, créé par l'ADEME en 2004, rappelons-le. Et donc, cette comptabilité carbone, elle sert à estimer les émissions de gaz à effet de serre engendrées par une activité ou une quantité d'activité. Ici, on va surtout s'intéresser à l'échelle de l'organisation, c'est-à-dire très classiquement d'une entreprise, d'une association, d'un collectif, qui ont, voilà, avec plusieurs personnes, une structure
qui a des activités, et ces activités engendrent des émissions de gaz à effet de serre, étant donné qu'aujourd'hui, quand même, l'essentiel de nos activités dépendent des énergies fossiles. Bon. Donc, on va essayer d'estimer tout ça. On estime tout ça en utilisant d'abord des règles de calcul. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Qu'est-ce qu'on ne prend pas en compte? Quels sont les objectifs qu'on se fixe? Comment est-ce qu'on obtient à la fin un chiffre sur lequel on va pouvoir travailler? Parce que c'est aussi ça là, un peu qui est important, c'est la suite du calcul. Et ça, on va y revenir. Et donc, pour faire tout ça, on accompagne cette méthode d'outils. Des outils que vous allez pouvoir trouver sous différentes formules. Donc, vous avez le bilan carbone, qui est un outil très généraliste. Et puis, désormais, vous avez Valor ESS, qui est un outil beaucoup plus spécialisé, peut-être un petit peu plus de démarrage, mais ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, enfin, cette méthode et cet outil, ou ces méthodes et ces outils, finalement, accompagnés je dirais, d'une structure de formation, mais aussi d'une animation des communautés, permettent d'obtenir des résultats qui sont de qualité et qui sont ensuite ce qu'on appelle reportés, donc placés devant l'œil du public et ensuite réfléchis, comparés, mis en exergue par certains acteurs plus que d'autres. Et tout ça a évidemment pour but, vous l'aurez compris, de lutter contre le dérèglement climatique. Ça, c'est assez évident, de respecter de manière générale les ambitions qu'on a pu se fixer à travers l'accord de Paris, à travers la stratégie nationale bas carbone, et puis aussi peut-être à l'échelle de chaque organisation, à l'échelle de chaque entreprise, de suivre les effets des actions qui sont mises en place. Puisque un plan d'action, il faut vérifier qu'il fonctionne, et les gaz à effet de serre, on ne les voit pas vraiment. Donc il faut refaire le calcul régulièrement, il faut se rendre compte de est-ce que, quand on travaille sur le sujet, on y arrive ou est-ce qu'on n'y arrive pas. Et ces résultats de qualité permettent aussi de rassurer les parties prenantes qui parfois peuvent s'interroger sur comment est-ce que la situation évolue pour tel ou tel acteur. Donc, je m'arrête là pour la partie vraiment théorique. Je pense que vous aurez l'occasion de redécouvrir un petit peu tout ça de façon plus pratique avec l'outil tout de suite. Simplement pour conclure sur le projet qui vraiment nous a beaucoup plu avec l'UDES, à rappeler qu'effectivement, on est ici sur une démarche avec l'outil Valor ESS de démarrage, mais aussi de massification. Le constat qu'on a aujourd'hui, c'est que certes, il y a de plus en plus de structures qui font un bilan carbone ou un bilan gaz à effet de serre, enfin bref, qui s'engagent sur la transition, mais il n'y en a pas assez. Ça ne va pas assez vite. Et puis, ça ne concerne pas forcément tout le monde. On sait qu'il y a des secteurs qui sont plus en retard que d'autres. Donc, l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est justement d'aller chercher toutes ces structures qui n'ont pas encore passé la porte de la transition bas carbone, qui ne se sont pas encore lancées dans l'aventure, qui n'ont pas encore commencé à imaginer leur futur, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et à travers Valor ESS, on espère aller toucher ces nouvelles personnes, aller finalement les convaincre aussi que certes, ce n'est pas forcément facile, mais c'est faisable. Et en plus, ça va vous rapporter énormément de choses et ça va vous consolider pour l'avenir. Donc, vraiment, beaucoup, beaucoup de choses. Cette fédération des parties prenantes, qui est vraiment le maître mot de notre association aujourd'hui, on la retrouve à travers Valor ESS, à travers l'action de l'UDES. Et c'est vraiment pour ça que ce projet nous a vraiment touché, beaucoup plu pour participer et contribuer. Merci beaucoup, Quentin, pour cet état des lieux. Sébastien également. Et aussi toutes les petites notions indispensables pour se lancer dans la démarche. On a parlé effectivement des émissions de gaz à effet de serre, ce genre de choses. On va rentrer un petit peu plus dans le détail pour la prochaine séquence. Alors, Sébastien va rester avec nous et vont nous rejoindre Victor Pichot, chargé de méthodologie à l'ABC, et Lucas Chazagne, le fondateur du cabinet en transition écologique EFIB, donc pour désormais nous présenter les fonctionnalités de l'outil ainsi que les fiches pratiques de réduction environnementale évoquées par Sébastien tout à l'heure. Mais avant de donner la parole à Sébastien, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions tout au long des échanges via l'espace conversation. On a notamment prévu un temps de questions-réponses dédié à l'issue de cette séquence, donc n'hésitez pas. On est là avec nos experts pour y répondre. Donc Sébastien, je vous laisse désormais poursuivre et du moins pour nous montrer les évolutions de la plateforme Valores et surtout les informations indispensables et les ressources nécessaires avant de se lancer dans une démarche.
Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, donc dans l'opérationnalité, et on va vous montrer ce qui a pu évoluer sur notre plateforme Valores, hein, qui existe depuis juin 2020, rappelons-le, et qui était dédiée jusqu'à présent à la mesure de l'impact social uniquement. Donc on a fait évoluer la page d'accueil, hein, du site, hein, pour intégrer sur à la fois les questions de mesure de l'empreinte carbone, donc c'est l'onglet vert, le carré vert que vous avez à droite, mais aussi on a rajouté un point sur les formations qu'on évoquera donc en fin de webinaire et qui vous permettront de trouver sur ces éléments-là des réponses très concrètes sur des formations liées à la transition écologique, que ce soit celles que nous menons au niveau dans les territoires que sur l'outil que nous allons vous présenter. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que l'accès à la plateforme Valores intégrant l'outil qu'on va vous présenter sera disponible ce soir, donc à l'issue du webinaire. Donc, si vous allez à présent sur Valores, vous ne pourrez pas accéder à l'ensemble des fonctionnalités de l'outil de mesure de l'empreinte carbone qui sera disponible à l'issue du webinaire. Donc, on lance officiellement les choses là avec vous maintenant et on vous donnera l'accès à la plateforme dès la fin du webinaire. Voilà, je voulais simplement le préciser. Vous précisez aussi qu'on a fait évoluer le logo, hein, de Valores, qui intègre maintenant les deux dimensions, mesure impact social et empreinte carbone, et que voilà, Lucie, donc on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet à travers donc un certain nombre d'éléments ressources que vous retrouverez sur le site et sur la plateforme et qui permettent de répondre à la question comment engager mon organisation dans la transition bas carbone. Alors on a mis en évidence un certain nombre de conseils, de pratiques, avec que je vais lister rapidement, que vous retrouverez de façon plus détaillée. D'abord, pour dire que toute démarche de transition débute par une phase de diagnostic. Donc, on va se poser, mesurer, faire un inventaire en réalité sur une période donnée des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de votre organisation. Rappelez aussi qu'il y a deux sortes d'émissions de gaz à effet de serre, ceux qui sont directs ou indirects, selon en anglais, ce qu'on appelle les scopes, hein, le scope 1, 2 et 3, donc des périmètres. Hein. Donc je rappelle simplement le scope 1, le périmètre numéro 1, qui concerne l'ensemble des émissions directes qui sont produites par l'organisation, par l'entreprise. Ça peut être les consommables, les consommations d'électricité, de carburant, de chauffage. Ça peut être tout ce qui concerne les flottes de voitures, par exemple, ou de véhicules, pour donner quelques exemples. Le scope 2, ça va être plutôt sur des émissions indirectes qui sont produites à l'extérieur de l'entreprise. Donc, on a plutôt là les producteurs d'électricité, par exemple, ou de réseaux de chaleur ou de froid, qui sont produites à l'extérieur de l'entreprise, mais dont l'entreprise utilise les services de façon opérationnelle. Et puis le scope 3, qui sont aussi des émissions indirectes, mais qui concernent plutôt l'amont et l'aval de l'entreprise, et qui concernent par exemple la fabrication d'un produit en amont ou le transport des marchandises en aval. Voilà, donc il convient de bien comprendre la question des émissions directes ou indirectes avant de se saisir effectivement de cet outil, et des choses vous sont présentées dans la plateforme. Donc, avant de se lancer, il est important de définir le périmètre de son étude. Normalement, on prend en compte une année, puisque c'est une année comptable, puisqu'on est sur une comptabilité carbone, notamment en prenant en considération l'ensemble des postes d'émission. On va privilégier autant que possible, et on verra que les deux sont possibles sur la plateforme, les flux physiques aux données monétaires, parce qu'ils sont plus précis, mais néanmoins, la plateforme donne la possibilité d'accéder soit aux flux monétaires, soit aux données monétaires, soit aux flux physiques, en fonction de la maturité de la structure, notamment de la maturité comptable de la structure sur ces objets. Troisième point, il est important d'impliquer l'ensemble de ces parties prenantes sur ce projet, et notamment sa gouvernance et la direction générale de la structure, parce que l'idée, c'est vraiment d'en faire un projet stratégique, un projet d'entreprise pour accompagner le changement, parce qu'on va voir que ça concerne dans l'entreprise ou dans l'association des acteurs très différents qui peuvent contribuer au diagnostic et au remplissage de ce bilan, de cet outil d'empreinte carbone. Et enfin, on est sur un processus d'amélioration continue, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait un bilan une fois qu'on ne peut pas y revenir au bout d'un an, 2 ans, 3 ans pour regarder les effets et les évolutions, et notamment pour entrer dans une logique de progrès. Donc, c'est important aussi de se redire ça. Concernant les ressources à prévoir sur ce projet, Lucie, si on peut passer à la slide suivante. Donc, le premier, c'est que ça prend un peu de temps. On a conscience que
on se saisit de ce bilan carbone, mais de façon un peu longue, c'est-à-dire que c'est énergivore et ça prend un peu de temps. C'est d'autant vrai que si c'est votre premier exercice, évidemment, hein, donc il faut aller chercher la donnée, la mobiliser. Donc, cette donnée, elle peut être à la fois mobilisée en interne à travers des données que vous avez monétaires ou physiques, comptables dans l'entreprise ou d'activité, mais elle doit être aussi mobilisée en externe, notamment à travers vos producteurs d'énergie, les bailleurs, notamment pour ce qui concerne la mise à disposition de locaux, si vous voulez mesurer tous les éléments liés à vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit que c'est une démarche qui peut être un peu longue et surtout pour le premier bilan qui nécessite de se poser à travers donc une gestion de projet interne un peu structurée. Dans ce cadre, il est important d'y affecter une personne dédiée. Alors, on va dire très naturellement que c'est soit le directeur, soit la personne qui s'occupe de la comptabilité. Mais bien entendu, l'expert comptable peut être mobilisé et toute personne qui a un lien avec l'activité de l'entreprise, puisqu'on voit notamment les managers intermédiaires, etc., qui ont une vision de l'activité et qui permettent de contribuer au remplissage des indicateurs. Sur les postes d'émission, puisque c'est là qu'on va rentrer dans le détail et je laisserai donc de suite après la parole à Victor pour qu'il puisse rentrer avec vous dans la plateforme. On a coutume de dire qu'il y a 11 grands postes d'émission de gaz à effet de serre, hein, donc vous en connaissez certains, je vais les relister. Donc l'énergie, les déplacements professionnels, les déplacements de visiteurs, d'utilisateurs, donc dans l'entreprise. On peut mettre le slide peut-être, Lucie, si vous l'avez, ce serait peut-être mieux. C'était la slide prévue, mais Victor va rentrer plus en détail après. Pardon. Le fret, les transports de marchandises, les achats, les immobilisations, les déchets, les autres gaz à effet de serre, les produits, l'investissement. Donc, on voit qu'on est vraiment sur de la sémantique comptable et sur lequel, effectivement, on doit pouvoir rentrer un certain nombre d'éléments. Pour dire aussi, pour terminer là-dessus, et avant de laisser la parole à Victor pour qu'il puisse naviguer avec vous sur la plateforme, qu'on a prévu une approche plus ou moins mature en fonction de votre prise en main de ces sujets, une approche une étoile qui est plutôt adaptée à des structures qui souhaitent s'initier à la comptabilité carbone et qui réalisent leur premier bilan, et une approche 2 étoiles pour des structures qui sont déjà un peu avancées et qui veulent mobiliser des données un peu plus précises de calcul dans le cadre de leurs émissions. Voilà, donc il y a cette possibilité d'accéder poste d'émission par poste d'émission chaque fois à une approche 1 ou 2 étoiles en fonction de la maturité de l'entreprise sur ces sujets. Voilà, je laisse la parole à Victor, peut-être à présent, qu'on puisse naviguer de façon très opérationnellement dans l'outil de la plateforme. Merci Lucie, merci Sébastien pour cette présentation. Place à la démonstration, effectivement. Je vous laisse m'arrêter si vous ne voyez pas mon écran. Mais quand vous aurez accès au lien, donc après, à l'issue du webinaire, vous arriverez sur cette première page qui vous présente donc l'outil gratuit qui vous permettra de mesurer à un premier niveau l'empreinte carbone des activités de votre entreprise de l'économie sociale et solidaire. Dans un premier temps, il vous faudra créer un compte, donc assez simplement avec le nom de l'entreprise, le numéro de sirène, votre email et votre mot de passe. Une fois que vous avez votre compte, vous pourrez vous connecter et vous arriverez sur votre espace personnel. Donc sur cet espace personnel, vous y retrouverez de quoi créer un nouveau bilan grâce au bouton bleu en bas de page, mais aussi de quoi gérer et visualiser les bilans déjà réalisés. Ici, j'en ai 4 et ça me permet du coup de les suivre dans le temps, de suivre l'efficacité de mes actions, etc. Donc la première étape pour vous sera de créer un nouveau bilan et vous devez tout d'abord renseigner ici le périmètre. Donc à la fois le périmètre physique et le périmètre temporel. Comme le disait Sébastien, comme en comptabilité financière classique, le résultat sera effectivement pas le même si on regarde un bâtiment ou plusieurs bâtiments, une agence ou toutes les agences, un mois ou une année. Si votre bilan est multi-activité ou multi-site, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous comptabilisez tout dans un périmètre total, soit vous comptabilisez vos activités ou vos bâtiments dans des bilans séparés avec la possibilité de les agréger ensuite dans un bilan total.
On a tendance à privilégier la deuxième option. Pourquoi? Parce que vous pourrez, dans ce cas, suivre bâtiment par bâtiment ou agence par agence l'efficacité des actions que vous allez entreprendre, contrairement à un périmètre total où tout y est déjà agrégé. Ensuite, vous renseignez la période étudiée. Donc, comme le disait Sébastien, on a tendance à renseigner une année civile complète. Et vous êtes invité à renseigner le nombre de collaborateurs de vos structures, qu'ils soient salariés ou bénévoles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez inscrire tout simplement 0. Vous enregistrez ensuite. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Une fois votre bilan paramétré, vous arrivez sur une page qui ressemble un petit peu à ça, avec, comme le disait Sébastien, les 11 postes d'émission que nous avons retenus. Donc on a l'énergie en lien avec vos consommations énergétiques de bâtiments, électricité, chauffage, vos relevés de compteurs, etc. Les déplacements professionnels de vos collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions, les déplacements domicile-travail. Donc comme son nom l'indique, votre lieu d'implantation, votre politique interne a une influence ou une dépendance sur la venue de vos collaborateurs en termes d'impact carbone. De la même manière, les déplacements de vos visiteurs, des utilisateurs, des clients, des touristes, etc., en lien toujours avec votre lieu d'implantation. Le fret, alors c'est le transport de marchandises que vous faites venir ou que vous envoyez. Les intrants, donc c'est les achats qui ont lieu sur une année, à l'inverse des immobilisations juste en dessous, qui sont des achats aussi, mais qu'on dit immobilisés ou amortis, donc comme en comptabilité financière. C'est-à-dire qui vont avoir une durée de vie de plusieurs années, par exemple votre bâtiment ou votre ordinateur. Les déchets et la manière dont ils sont gérés. Les autres gaz à effet de serre, c'est un poste qui est un peu spécifique, qui va désigner un peu les process qui peuvent être émetteurs, donc la climatisation, l'utilisation d'engrais, etc. Les produits, uniquement si vous avez des activités de vente ou de distribution de produits, et enfin les investissements, uniquement si vous avez des activités d'investissement. Donc, comme vous le constatez, ces postes sont classés par fréquence d'utilisation et d'importance. Donc des énergies, des déplacements jusqu'aux achats, la quasi-totalité des acteurs vont être concernés. À l'inverse, les produits vendus, les investissements, peut-être que la plupart d'entre vous n'auront pas d'émissions associées à ces postes, mais c'est dans tous les cas important de se poser la question. On est bien ici, comme le disait Sébastien, dans une approche où on s'intéresse à la fois aux émissions directes, donc on met une cloche sur vos activités, et à la fois aux émissions indirectes, donc des émissions qui sont nécessaires au fonctionnement de votre activité, donc dont vous pouvez dépendre. Ces émissions indirectes peuvent et représentent en général 80% de votre bilan. Vous le verrez sur votre premier bilan. Pour chacun des 11 postes, vous avez l'état de complétude à compléter en cours ou terminé, en bleu, en blanc ou en vert. Et pour chacun des 11 postes, Sébastien l'a présenté, je ne vais pas revenir dessus, vous aurez le choix entre l'approche une étoile, donc pour une initiation avec des données plus simples à mobiliser, mais plus incertaines, et une approche 2 étoiles pour des structures qui commencent davantage à suivre leurs données d'activité, qui vous pousseront parfois à rentrer en dialogue avec vos parties prenantes pour obtenir ces données. Alors pourquoi 2 approches? La difficulté, et tous les adhérents de l'ABC ou tous les entreprises de manière générale qui ont déjà réalisé des bilans le savent, c'est un challenge, et le challenge, c'est pas le calcul. Ça, on sait faire. En France, on est très compétent là-dessus, on a des bons outils, des bons facteurs d'émission. C'est la collecte des données. Et donc la différence entre ces 2 approches, c'est surtout sur la difficulté ou la facilité d'obtention de vos données d'activité que vous devrez collecter et renseigner dans l'outil pour les convertir en émissions. Donc sans plus attendre, on va visualiser un poste exemple, donc les déplacements professionnels par exemple. Comme je viens de dire, on a le choix entre une approche 1 étoile ou une approche 2 étoiles, et on vous invitera à regarder dans les 2 cas quelles sont les données qui sont demandées. Dans l'approche 1 étoile, on le voit, on a ici uniquement des kilomètres parcourus. À l'inverse, dans l'approche 2 étoiles, on va avoir un indicateur supplémentaire qui sont ici sur des données qu'on estime importantes, qui présentent du coup des différences derrière dans les résultats. C'est des litres de carburant. Et ces indicateurs supplémentaires dans l'approche des étoiles, pourquoi ils sont importants? Parce qu'ils vont permettre ici, par exemple, de suivre l'influence de certaines actions en matière, par exemple, d'éco-conduite ou d'acquisition de véhicules peu consommateurs, etc. Alors, ces données ne sont pas toujours faciles à obtenir, et du coup, on vous a mis à disposition des infobulles pour vous donner des pistes sur où trouver la donnée, en général. Bien entendu, c'est un outil qui s'applique à tout le monde, et donc il faudra se poser la question aussi au cas par cas, de manière spécifique en interne.
Une fois tous ces champs remplis, vous pouvez enregistrer vos données en cliquant sur l'onglet bleu en bas à droite de votre écran. Alors un deuxième poste en exemple, les achats. Même logique, une approche 1 étoile et une approche 2 étoiles. L'approche 1 étoile, ça va être essentiellement des données monétaires dont parlait Sébastien, donc plus facile mais très incertaine avec moins de pistes d'action derrière. L'approche 2 étoiles va, quand c'est possible, vous demander des données physiques, des quantités, notamment sur les matériaux ici et la nourriture, qui sont les indicateurs supplémentaires de l'approche 2 étoiles pour vos achats. À noter, et c'est comme ça partout dans l'outil, que des oui/non vous permettront de ne pas perdre de temps avec certaines données si vous n'êtes pas concerné. Par exemple, ici, si vous achetez pas de matières premières ou de matériaux, vous pourrez répondre non. À l'inverse, si vous avez des collaborateurs et que vous voulez estimer le nombre de repas consommés le midi et leur impact, vous pouvez cocher oui et on vous demandera ici des données d'activité relatives aux repas consommés le midi. Et ça risque de concerner a priori la plupart des acteurs ici. De la même manière, une fois tous ces indicateurs, tous ces champs remplis, vous pouvez enregistrer vos données. Alors, on a 11 postes comme ça, on ne va pas tous les parcourir aujourd'hui, on va accélérer un petit peu la démarche en vous présentant un bilan, un exemple de bilan finalisé, qui est celui-ci. On le voit ici, les étiquettes vertes vous montrent que votre bilan est dans un état d'avancement terminé, donc il est complété en totalité. Et une fois et seulement une fois qu'il est complété en totalité, vous avez accès à votre tableau de bord, à la possibilité de télécharger ces résultats du tableau de bord au format PDF. Et si vous cliquez, ça vous télécharge une synthèse PDF très ergonomique qui vous permettra donc de diffuser ces résultats, de sensibiliser autour de ces résultats, de communiquer. Et vous avez des conseils pratiques pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. C'est tout le but de la démarche. On laissera tout à l'heure la parole à EFI pour vous présenter cette fonctionnalité. Donc voyons cela de plus près. Si je clique sur mon tableau de bord, je retrouve ici plusieurs choses. Donc tout d'abord, vos informations, hein, le périmètre, la période étudiée, le nombre de collaborateurs dont je parlais tout à l'heure. Vous retrouverez votre bilan d'émissions de gaz à effet de serre, donc cette photographie poste par poste où on retrouve les tonnes de CO2 équivalents générées vers l'atmosphère, et votre niveau de maturité et d'incertitude, donc l'approche 1 étoile et 2 étoiles, avec, donc poste par poste, mais aussi avec un conseil pour progresser dans une logique d'amélioration continue dans le suivi et le renouvellement de votre bilan. Faire un premier bilan en approche 1 étoile, ce n'est pas une fin en soi. Le but étant d'améliorer justement cette photographie au fil du temps sur, en priorité, les postes les plus significatifs. Dans ce tableau de bord, vous retrouverez aussi quelques éléments sur la stratégie nationale bas carbone qui a été présentée un petit peu en introduction, donc la stratégie qui nous concerne en France, qui est donc sectorielle. Vous pouvez choisir le secteur sur lequel vous êtes a priori le plus concerné, et vous avez derrière une simulation de ce que ça engendre en termes d'objectifs pour votre structure à l'horizon 2030. Donc l'application de cette stratégie nationale bas carbone à votre structure. Pour suivre un petit peu vos bilans année après année, est-ce que ça diminue? Est-ce que je me rapproche de l'objectif? Vous avez une section pour comparer vos résultats d'une année à l'autre. Et enfin, vous avez les ressources que vous pouvez mobiliser pour engager des actions immédiates de réduction par grand poste d'émissions de gaz à effet de serre. Vous avez des ressources, vous avez une rubrique « Je souhaite passer à l'action ». Pourquoi? Parce que obtenir des données chiffrées de votre structure, donc cette photographie, c'est bien, mais ça n'a qu'un seul but, c'est vous donner des billes pour prioriser vos actions, pour passer à l'action. Et donc donner des exemples concrets derrière pour réduire vos impacts environnementaux, c'est mieux. Et dans ce cadre, l'UDES et le cabinet EFIB, à qui je vais laisser la parole, ont développé des fiches pratiques de réduction de votre empreinte carbone vis-à-vis des 11 postes étudiés que je viens de vous présenter. Et elles sont accessibles en cliquant sur cet espace ressources de la plateforme Valores. Thomas Batory ou Lucas Chassagne, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci pour le passage de relais, Victor. Merci à l'UDES et à l'ABC et l'ensemble des acteurs qui ont contribué sur le projet. C'est un projet que je salue, et particulièrement l'engagement de l'UDES pour accompagner toute la filière dans la transition bas carbone.
En mot introductif, donc moi je suis le fondateur d'un cabinet qui s'appelle EFIB, qui est spécialisé dans la RSE et la décarbonation, avec une volonté d'accompagner les organisations dans la transition écologique, avec un triptyque qui est d'allier économie, écologie et éthique. Dans l'ensemble de nos missions, nous travaillons particulièrement sur les questions de décarbonation. Donc, il y a une partie qui va être la réalisation de bilan carbone. On a aussi des collaborations avec l'ADEME et la BPI et la BC sur les diagnostics décarbonation, par exemple. Et notre grosse partie, et c'est notre plus-value, c'est d'être capable de déployer les actions de réduction sur le terrain auprès de l'ensemble des organisations. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est venu travailler sur les fiches actions. Comme l'a rappelé Victor, effectivement, le bilan n'est qu'une photo et tout l'objectif et le but et le passage à l'action, et donc d'avoir des actions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a effectivement collaboré en équipe sur le projet au sein des FIB, qui était projet piloté par Thomas Batory, pour construire ces différentes fiches. Donc, vous trouverez effectivement un premier mot introductif avant de rentrer sur les fiches, donc, qui sont au même nombre que les postes. Donc en l'occurrence, il y en a 11. Et ces fiches-là reprennent une trame commune, dirons-nous. Donc, vous retrouvez systématiquement dedans la partie contexte pour expliquer l'enjeu et les intérêts de ce poste-là spécifiquement. Et puis, dedans, essentiellement, deux grands pavés, un qui va être sur le 1 étoile et le 2 étoiles, pour garder l'esprit qui avait été mené avant, donc qui va traduire une forme de niveau de complexité du déploiement. Et enfin, un dernier pavé qui va être le pavé ressources pour aller plus loin, souvent des liens cliquables, si vous voulez avoir plus de détails, plus d'informations. Forcément, c'est des fiches synthèse. La synthèse occulte par forcément des informations, donc on peut aller détailler tout ça plus loin. Nous avons construit ces fiches autour d'une logique qui est un schéma connu pour ceux qui travaillent déjà sur ces sujets, qui est l'idée de éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire c'est l'ordre dans lequel nous devons engager des actions de décarbonation. Donc éviter, c'est j'évite d'émettre des gaz à effet de serre. Donc là, ça se retrouvera avec le pictogramme la petite main violette. En l'occurrence, sur cette fiche-là, achat, par exemple, pour éviter, nous pouvons allonger la durée de vie des produits. Ça paraît tout bête comme ça, mais au lieu de changer un ordinateur tous les 3 ans, nous pouvons changer peut-être tous les 5-6 ans. Et donc, du coup, si c'est tous les 6 ans au lieu de tous les 3 ans, nous allons acheter 2 fois moins d'ordinateurs et donc émettre 2 fois moins de gaz à effet de serre. De manière à peu près simplifiée. Une deuxième logique, le niveau d'après, qui est le niveau d'éviter. Donc là, en l'occurrence, c'est les pictogrammes orange. C'est souvent ceux-là qu'on va trouver le plus. Vous voyez qu'il y en a qui peuvent être du premier niveau de premier niveau. C'est pas parce que nécessairement tous les évités seront en premier niveau en 1 étoile et les réduire en 2 étoiles. On va retrouver les deux. Et donc, par exemple, si on regarde sur le 2 étoiles, se tourner vers des produits moins émissifs dans leur processus de fabrication, ça paraît simple à dire comme ça, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, c'est-à-dire vraiment de rechercher, par exemple, des aciers ou du bois, on peut le rapporter à n'importe quel type de produit, qui ont fait preuve de processus de fabrication moins émissifs. Ils ont été, par exemple, fabriqués plutôt à base d'électricité bas carbone, plutôt à partir de charbon, et donc ont intrinsèquement un facteur d'émission plus bas. Et enfin, on va retrouver le troisième niveau, qui va être le niveau compensé. Alors, je précise, ça ne sera pas systématiquement du compensé pur, dans le sens où on va planter des arbres pour absorber du carbone. On est aussi dans une logique et là en l'occurrence c'est le cas sur celle qu'on peut voir engager ses fournisseurs pour décarboner la chaîne de valeur, d'aider à réduire les émissions des autres, en quelque sorte. Là, en l'occurrence, c'est moi, si je veux réduire mes émissions de carbone, il faut aussi que les produits de mes fournisseurs et ceux qui me proposent soient plus bas carbone, et je peux les aider, les accompagner aussi dedans, ou les encourager à le faire à travers différents moyens
qui vont de la simple discussion, sensibilisation, jusqu'à les inviter à aller sur Valores. Et puis avoir des discussions de co-construction, par exemple, de comment est-ce qu'on peut acheter des produits différents. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a ciblé la fiche achat? Parce qu'il y en a plein. C'est parce que souvent, la plupart du temps, c'est même quasi dans 100% des cas, le poste achat sera le poste le plus important en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et même dans les services, d'ailleurs, qui peut paraître un peu surprenant, on pense souvent au transport ou à l'énergie, et ce sont des postes importants, mais c'est vrai que les achats, c'est vraiment le poste le plus important. Et là, on est en plein dans le scope 3. C'était Sébastien précédemment, d'avoir la vision complète de son poste. Voilà, je pense avoir fait le tour, le tour de la fiche. Après, je pense qu'on va avoir un temps de questions et réponses derrière, donc on pourra rentrer dessus. Il y en a beaucoup des fiches, il y a beaucoup de contenu dessus, donc on vous invitera à les parcourir et à découvrir tout ce qui a été mis dedans. Absolument. Merci à tous les trois. Et justement, je vous ai mis dans le chat le lien vers la plateforme Valores pour retrouver les 11 fiches pratiques très bien réalisées par EFIB. On est dans les temps, on a des questions, donc ça tombe bien. Si je prends la première qui a été posée, il s'agit de Pauline qui nous demande si l'outil est adapté aux structures de l'ESS spécifiquement ou si ça peut être utilisé par d'autres genres d'entreprises. Qui peut répondre peut-être à ces questions? Peut-être Sébastien? Oui, ben Victor précisera, mais l'outil, il est assez large, hein, puisqu'on a repris les indicateurs qui sont à peu près 80% de ce qu'est un bilan carbone classique. Donc en fait, l'outil il est applicable à peu près à tout type de structure. Il y a des entrées qui sont spécifiques à l'ESS, notamment quand on évoque sur la façon dont on a de se plugger sur la plateforme en demandant le nombre de salariés et de bénévoles. Donc ça, effectivement, il y a des spécificités de cette nature-là qui permettent aussi d'interagir dans la façon dont on aborde le sujet en fait, mais quand on prend les indicateurs, ils peuvent être appliqués à des PME, TPE, on va dire, qui sont dans des activités qui sont proches de ce que porte l'économie sociale et solidaire. Mais comme vous savez, l'économie sociale et solidaire est présente dans la plupart et la grande majorité des activités économiques du pays, que ce soit par l'intermédiaire des associations, mais surtout par des SCOP ou des coopératives qui sont présentes dans tous les secteurs d'activité économique du pays. Donc j'allais dire, on a juste un point qu'on a enlevé dans la plateforme. Ça va vous faire sourire, mais on avait des indicateurs sur est-ce que l'entreprise a des animaux ou est-ce qu'elle entretient des relations, voilà, est-ce qu'elle est producteur ou d'animaux. Alors c'était des poules, on avait des cochons, des canards, machin, etc. Il y avait toute une série de bestiaires en fait qui étaient indiqués. Là, on l'a retiré parce qu'on a identifié que globalement, il y a assez peu de structures dans l'économie sociale et solidaire qui sont des éleveurs d'animaux. Donc, bon, ce qui est exclu de facto de notre plateforme, sans doute le domaine de l'agriculture, hein, qui n'a pas été fait. Enfin, voilà, le placement n'a pas été fait pour le secteur de l'agriculture. Voilà, mais je dirais que pour une PME TPE qui a une activité que l'on retrouve dans des champs d'activité dans lesquels agit l'économie sociale et solidaire, les services à la personne, la santé, l'ensemble des activités, on va dire, de services, voire de commerce qu'on peut retrouver effectivement dans les coopératives, etc., c'est sans doute complètement adapté. Victor, je ne sais pas si tu veux préciser. Non, la réponse était très claire, ouais, effectivement. Ouais, je trouve aussi. On a également Thomas Leloup qui nous demande: peut-on charger les données d'un précédent bilan carbone fait avec un autre outil afin d'avoir une base de comparaison? Je veux bien commencer à répondre et je vous laisserai compléter. Alors, tout d'abord, juste pour bien repréciser et compléter ce qu'a dit Sébastien en introduction, Valores, bilan carbone, pour préciser un petit peu la sémantique. Pourquoi on dit que Valores est un outil dit de premier pas et donc par définition pas un bilan carbone ou un bilan réglementaire au sens strict du terme?
C'est, comme l'a dit Quentin, parce que le but, c'était la massification. Donc, aller chercher des acteurs qui, aujourd'hui, n'ont pas pu, pour X raisons, réaliser ce type de bilan carbone ou bilan réglementaire. Donc, il y a beaucoup de similitudes. On estime que les ordres de grandeur, que les résultats à l'issue de ce bilan sont suffisants pour passer à l'action, que la vision, elle est exhaustive. Donc, on a une vision en empreinte, donc avec les émissions indirectes, et que ça suffit. L'objectif numéro 1 étant de passer à l'action. Mais il y a aussi un process un peu différent, forcément, entre une démarche de montée en compétence sur la comptabilité carbone, sur le suivi interne et externe de ces données d'activité, versus une démarche réglementaire définie. Pourquoi? Parce qu'une démarche réglementaire ou un bilan carbone, donc le label, c'est strict sur la comptabilisation. On a fait le choix dans Valores d'utiliser plutôt des moyennes pour faciliter la collecte de ces données. Donc, on n'a pas rendu disponible les 6000 facteurs d'émission de la base française, de la base ADEME, pour plus de clarté, de praticité à l'usage pour les structures de l'ESS. Et le deuxième point, c'est que sur la démarche dans son ensemble, le bilan carbone ou la réglementation sont très normés. Il y a une sensibilisation, il y a un calcul, il y a un plan de transition avec des critères. Donc, il n'y a pas cette exigence-là dans l'outil. Voilà, c'était simplement pour rappeler ça. Et du coup, par rapport à la question de Thomas Leloup, si vous avez déjà un bilan carbone, a priori, vous avez déjà un niveau de maturité donc supplémentaire. Vous ne faites pas forcément partie des cibles de cet outil. Pour autant, vous pouvez tout à fait y intégrer vos résultats si vous souhaitez bénéficier d'un tableau de bord, d'un suivi bâtiment par bâtiment ou activité par activité. Il n'y a pas du tout de contre-indication par rapport à ça. Il faudra simplement se rendre compte que les résultats que vous pouvez avoir à l'issue de bilan carbone que vous avez déjà fait seront forcément plus précis sur certains aspects que ce que vous restituera l'outil. J'espère avoir été clair. Je vous laisse compléter si besoin. Très bien, je vois le temps qui passe. On peut peut-être prendre une dernière question. Donc, en ce qui concerne le post-achat, Nathalie nous demande, le post-achat est-il le plus important, même pour des activités de service? Peut-être Lucas, comme vous avez fait un focus sur cette fiche. Pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent le cas. C'est-à-dire que s'il n'est pas numéro 1, il va être numéro 2 ou 3. En tout cas, c'est systématiquement un des 3 plus importants. Ça c'est sûr qu'on peut le dire. Et c'est donc c'est vrai que c'était aussi l'idée d'avoir mis la lumière dessus. Et c'est aussi un poste qui sont longs à transformer. On ne va pas du jour au lendemain changer de fournisseur. Eux-mêmes, les fournisseurs vont avoir du temps à se transformer. Donc c'est un poste qui est long et sur lequel je vois Richard acquiescer. Je pense qu'il en reparlera après parce que je sais ce qu'il dit dessus. Mais voilà, où il peut y avoir en plus des formes de contre-intuition en fonction du mode de calcul, notamment si c'est un mode qui a été fait par quantité, donc par tonne, par kilo, par mètre cube, etc. Ou s'il a été fait par ratio monétaire. Voilà, mais je pense que Richard réexpliquera ça tout à l'heure. Oui, absolument. Et je précise qu'il y a un autre temps de questions-réponses qui est dédié à la suite de l'intervention de Richard. Et je vois qu'il y a eu des questions très spécifiques sur l'utilisation de l'outil. Donc, Richard, vous pourrez effectivement en parler. Merci, messieurs, encore une fois, pour cette présentation très complète. Lucie, pardon, je voulais juste répondre, mais très rapidement, à deux questions qui nous sont posées. La première, c'est que est-ce qu'on est en capacité d'évaluer l'empreinte carbone des branches de l'ESS? Au jour d'aujourd'hui, non, parce que cet outil, il est justement destiné à ce qu'on s'en saisisse collectivement et qu'on soit en capacité, d'ici 1 an, 2 ans, de faire un premier rendu compte de la façon dont il est pris par l'ensemble des structures du secteur. Première réponse à la question de Philippe Chibani-Jacot. Et deuxième question sur doit-on considérer le bilan carbone des personnes en télétravail, doit-on le faire? J'allais dire oui, puisque effectivement le télétravail c'est du travail et par conséquent les émissions qui sont produites sur la consommation d'énergie ou autre, sur les déplacements entre le domicile et le travail, parce que les personnes qui sont en télétravail se déplacent aussi jusqu'à leur bureau de temps en temps. Donc pour moi c'est à intégrer totalement dans la logique de bilan carbone.
Juste pour compléter, il y a d'autres questions sur la durée moyenne, la comparaison, et vous avez justement dans le lien qu'a envoyé Lucie des éléments de réponse sur ces questions avec des conseils d'utilisation. Donc, on vous invite à cliquer sur ce lien et vous aurez des éléments de réponse, si on n'a pas le temps de répondre à tout. Tout à fait. Merci pour vos précisions, hein. Donc effectivement, l'outil sera accessible dès ce soir sur la plateforme Valores. Vous avez le lien dans le chat et on a encore un petit peu de temps pour répondre à vos interrogations. Écoutez, j'invite désormais Delphine Chaumiol, responsable des partenariats à la Fondation Crédit Coopératif, à nous rejoindre pour clôturer cette séquence. La Fondation Crédit Coopératif, je le rappelle, soutient le lancement de l'outil. Et justement, Delphine, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui vous ont amené tout d'abord à soutenir ce projet? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Alors la Fondation Crédit Coopératif, elle a pour mission, en fait, d'accompagner la structuration, de l'économie sociale et solidaire et de ses acteurs au service d'une transition écologique juste et solidaire, avec l'idée que si on soutient les structures dans leur transformation interne, dans leurs pratiques, elles-mêmes pourront se renforcer et mieux répondre à leur mission sociale et aux enjeux sociaux et sociétaux. Donc, on soutient plutôt, des expérimentations, des travaux de recherche-action ou des projets comme celui-là qui mettent en œuvre de nouvelles méthodes ou qui outillent pour pouvoir contribuer à améliorer les pratiques des acteurs de l'ESS. Donc le projet, Objectif Transition 2025, il outille, Valores. Il permet à la fois, de sensibiliser les employeurs, les dirigeants des organisations de l'ESS aux enjeux très nombreux de la transition écologique et aux effets aussi qu'ils vont avoir très concrètement sur le fonctionnement de leur organisation, mais il permet aussi de les outiller à travers, on l'a vu, le calculateur carbone et les fiches ressources qui sont très denses mais très précieuses, et l'offre de formation dont on va parler après, qui peut justement accompagner à la fois la sensibilisation, mais aussi le passage à l'action pour conduire le changement. Donc, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on est vraiment sur une démarche globale qui prend en compte les différents enjeux de transformation via justement les postes d'émissions de carbone, comme on l'a vu, les achats, le transport, la gestion des déchets. Mais c'est une démarche pas à pas qui permet soit d'initier pour ceux qui n'ont pas encore connaissance ou dont l'organisation n'est pas encore très mature sur ces sujets, soit d'approfondir la stratégie pour justement passer à l'action et mettre en œuvre vraiment une stratégie de RSO ou de RSE. Et en soi, là, tout le panel d'outils qui est développé, qui va vous être présenté encore après, est très complémentaire d'autres initiatives qui visent aussi à outiller les acteurs de l'ESS sur la transition écologique. Je pense notamment au DLA, au dispositif local d'accompagnement sur la transition écologique qui a été mis en place par l'AVIS et France Nature Environnement, ou aux travaux qui vont bientôt sortir du collectif Arviva sur comment décarboner le secteur du spectacle vivant. On est sur une complémentarité d'outillage et qui sont clairement bienvenus parce que les besoins, on le voit, sont relativement importants. Oui, effectivement, hein, ça fait partie des tendances que vous percevez, vous, au sein des structures que vous accompagnez, c'est bien ça? Oui, alors après, la fondation, on est effectivement attentif aux pratiques de RSO et à ces enjeux-là. Après, on a aussi une vision partielle parce que forcément, on est plus en lien avec le secteur associatif que le secteur des coopératives ou des mutuelles, vu notre activité. Mais c'est vrai qu'on demande quand même systématiquement à nos partenaires ou aux lauréats de nos prix d'expliquer s'ils ont mis en place une stratégie RSO particulière ou s'ils ont mis en place des pratiques. Et de ce qu'on observe, c'est qu'on est plutôt sur la mise en œuvre d'éco-gestes, type voilà, recyclage, tri des déchets, achat de produits locaux ou responsables, où on essaie de favoriser les déplacements en mobilité douce des salariés ou achat de véhicules électriques. Mais de ce qu'on perçoit, en tout cas, il n'y a pas encore ou encore rarement de stratégie globale de mise en œuvre vraiment pour transformer les organisations sur tous les enjeux de la transition écologique, parce que les organisations ont tendance à rester encore focalisées sur leur mission sociale, et ce qui est normal puisque c'est leur priorité, et elles ne savent pas encore non plus par quel bout prendre justement les enjeux de transition et de décarbonation, et comment s'attaquer au sujet et comment mettre ça en œuvre. Et en plus, en fonction
en fonction de la taille de la structure et de son activité, les contraintes ne sont pas les mêmes, la stratégie à mettre en place est différente et donc forcément, les enjeux sont complexes à appréhender et à mettre en place. Donc, ce qui nous a aussi, intéressé là dans le projet, Objectif Transition de 2025 et le prisme en fait, que prend l'UDES, c'est le fait d'intégrer le dialogue social dans la réflexion globale sur la transformation de l'organisation. C'est-à-dire que si on embarque effectivement l'ensemble des équipes, que ce soit les salariés, les bénévoles, bon les dirigeants forcément, les conseils d'administration et que, on s'embarque dans une réflexion collective pour repenser vraiment les pratiques internes de la structure, le rôle de chacun dans la structure et comment on fonctionne en vue justement dans le futur pour justement aller vers une transition juste et écologique et juste et solidaire, forcément, on pourra appréhender beaucoup mieux quels sont les enjeux de transition. Cette démarche de transformation sera beaucoup plus concrète, beaucoup plus parlante et du coup, la conduite du changement on s'en trouve beaucoup plus pas dire facile, mais en tout cas facilité. Ce sera beaucoup plus simple effectivement de le faire de cette façon en embarquant le collectif. Oui, absolument. Absolument, et c'est justement à travers une offre d'outillage et d'accompagnement comme, notamment comme celle-ci qu'on arrivera vers une transition, écologique juste et durable. Merci beaucoup Delphine, pour Merci. ces propos. Vous percevez, hein, une tendance des employeurs en la matière, hein, vous venez de l'évoquer et on va justement entendre un employeur, du moins un témoignage terrain avec, Richard Huet qui, fait lui-même de la comptabilité carbone et qui a mené, une démarche de réduction, des émissions de gaz à effet de serre. Je le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaires, un temps est dédié, à cela juste après notre interaction avec Richard. Donc Richard, rebonjour. Vous êtes Bonjour. chargé de développement durable au GAPAS, c'est une structure qui accompagne les personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement ainsi que votre organisation? Donc, ouais, bonjour à tous. Donc, je suis chargé de mission développement durable au GAPAS, qui est une association médico-sociale qui gère une quarantaine d'établissements, essentiellement dans les Hauts-de-France et en région parisienne. On accompagne 1200 personnes en situation de handicap, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et on a à peu près 1000 professionnels. Donc, mon travail est de piloter la politique développement durable, dont la politique carbone fait partie, à l'échelle des 40 établissements et services. Merci pour ça. Alors vous avez mis, en place une démarche de bilan carbone au sein de votre structure en 2019. Donc je le rappelle, la démarche bilan carbone et l'outil que nous on propose, il y a une petite différence, mais ça a été rappelé tout à l'heure. Donc cette démarche de bilan carbone, déjà, comment est-ce qu'elle a été organisée? Qu'est-ce que vous avez pu identifier? Mais aussi, comment est-ce que ça a été perçu par, vos collaborateurs et notamment la gouvernance? En fait, au démarrage, donc en 2019, ça nous paraissait très compliqué. Ça me paraissait très compliqué aussi parce qu'à l'époque, j'étais pas formé, d'attaquer ce gros chantier de notre charge climatique à notre échelle à nous, c'est-à-dire que combien nous on émet de gaz à effet de serre. Donc on s'est fait accompagner, on a fait le choix de se faire accompagner par un cabinet extérieur et en échangeant avec eux et en travaillant avec eux, puisque je pilotais la lourde tâche de recueillir les données, je me suis dit autant me former pour avoir davantage d'outils et de compréhension et d'appréhender au maximum ce sujet de la comptabilité carbone. Donc, première étape a été de nous faire accompagner, donc avec des gens dont c'est le métier. Et puis ensuite, le choix institutionnel qui a été fait, c'est que je puisse, moi, me former pour piloter ça aussi en interne au plus près du terrain. Donc, ce qu'on a identifié, c'est très simple. Les résultats, c'est quoi? Donc, alors, moi, j'adore les chiffres, donc je vais en sortir quelques-uns. On a un bilan carbone qui nous permet de savoir que nous émettons 5641 tonnes de CO2 dans l'atmosphère sur une année d'exercice. Donc, c'était nos émissions en 2019, avant le Covid. Et d'identifier surtout, et c'est là où c'est intéressant, où l'outil puis les chiffres sont vraiment précieux, et comme disait Lucas tout à l'heure, il n'y a pas de surprise, notre premier poste, c'est les achats à hauteur de 34%. Donc 34% de nos émissions sont liées aux achats, 25% sont liés à l'énergie et 23% sont liés à la mobilité, au déplacement. Donc on a vraiment un triptyque qui est assez traditionnel en fait en comptabilité carbone: achat, énergie, mobilité. Donc ça correspondait aussi, finalement, une fois qu'on sait ça,
qu'est-ce qu'on dit? Bah voilà, une fois qu'on a ces résultats, on s'est dit comment on attaque la question des achats, comment on attaque la question énergétique et comment on attaque la question de la mobilité. Donc, on a des choix stratégiques qui sont à la fois à une échelle de décision, de gouvernance politique, donc à l'échelle du conseil d'administration et de la direction générale, mais aussi un accompagnement sur le terrain et une diffusion sur le terrain. Donc, on a mis en place. Après, vous pouvez me couper, hein, Lucie, si vous avez des questions pour compléter, mais sinon, ça là, je suis lancé, en fait. Donc, Je vous en prie. non, pas de souci. Et donc, on a mis en place des plans de sobriété, finalement, puisque quand on sait qu'on émet beaucoup de carbone, on va regarder dans les achats comment on peut mettre en place des achats responsables. Donc, on a défini une politique achat responsable. Je ne vais pas la dérouler là maintenant parce qu'on n'a pas assez de temps, mais qui sont un peu sur les sujets dont parlait Lucas, c'est-à-dire qu'on va essayer de garder le plus longtemps possible ce qu'on achète, on va essayer d'avoir des choses qu'on répare et donc de limiter le poids d'achat neuf, pour être très, très, très schématique. On a mis en place un plan de sobriété énergétique avec un objectif de réduire de 10% nos consommations d'énergie sur une année, pour voir aussi si ça impacte et si ça produit des résultats en termes d'émissions de CO2. On a une politique énergétique aussi un petit peu à plus long terme qui nous dit en 2030, on va sortir de toute forme d'énergie fossile. Donc ça veut dire qu'il faut restructurer tout en fonction des modes de chauffage, en fonction des modes de déplacement. Il faut quitter les énergies fossiles. Donc on voit comment on peut faire. Et puis on a mis en place aussi un plan de sobriété numérique. Le numérique n'est pas forcément ce qui pèse le plus dans notre rapport aux émissions, mais par contre, c'est ce qui parle le plus à chacun d'entre nous, puisque quand on parle smartphone, quand on parle ordinateur, quand on parle mail, c'est un langage en fait qui vient toucher les gens directement. Quand on leur parle corbeille, pour être très précis, du nombre de mails qui restent dans les corbeilles et qu'on pourrait supprimer. Donc, on est vraiment sur cette dimension-là. Donc, on arrive sur la dimension terrain. Et puis, on a mis aussi en place des objectifs, des cercles de développement durable dans les établissements, qui sont des instances dans lesquelles on retrouve des professionnels et des personnes accompagnées, parfois même plus de personnes accompagnées que de professionnels. Et on parle comptabilité carbone, on parle déchets, on parle alimentation, on parle mobilité, on parle en fait des sujets parce que l'enjeu, c'est sensibiliser pour changer les comportements. Ouais, très bien. Donc ça fait partie justement du plan d'action que vous avez Oui. mis en place. Et je regarde au passage entre les questions que j'avais prévues et celles des internautes. Quels sont les principaux freins en fait que vous pouvez rencontrer? Vous avez dit que c'était très énergivore. Oui. Est-ce que vous avez peut-être La d'autres choses démarche, à mais je vais reprendre un peu ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que faire un bilan carbone, c'est ultra facile quand on a des données. Si on a des données, on va très très vite, et le tableau. Alors moi, je suis un accro des tableurs Excel et je dirais justement la merveilleuse découverte que j'ai eue en testant le Valores. Mais la grosse difficulté, c'est où sont les données? Parce que des fois, il y a des données qui existent, mais on ne sait pas où elles sont. Mais aussi, parfois, il y a des données qui n'existent pas et il faut créer les outils pour les avoir. Donc ça demande énormément de temps. C'est un travail assez fastidieux, mais qui est fastidieux souvent la première année parce que l'avantage aussi, c'est que ça restructure l'organisation. Enfin, ça a restructuré l'organisation de notre association, parce que là, je suis en train de faire le deuxième. Je pense que j'aurai terminé le deuxième bilan carbone à la fin de l'année. Et donc, ce qui fait que la deuxième fois, finalement, on s'est organisé pour avoir les données dont on a besoin. Et on voit aussi que c'est un effet assez performatif puisque ça organise différemment tous les services comptables, juridiques, RH, achats. Autour de cette question, il faut qu'on remonte des données et ces données ont un enjeu sur le climat. Et puis après, le frein principal, c'est quand même le changement. On en a tous parlé jusqu'à présent. C'est comment on change à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, à l'échelle des établissements, comment on change et comment on se bouscule un peu pour aller vers autre chose. Ouais, très bien. Très bien. Et du coup, toujours pour rebondir sur les questions des internautes et aussi pour faire le lien avec l'outil développé par l'UDES, parce que vous l'avez utilisé, cet outil, combien de temps à peu près ça prend de remplir les différents postes selon vous et aussi si vous avez un témoignage à dire sur votre utilisation de l'outil de l'UDES. Alors, l'outil, je l'ai testé avec des données que j'avais déjà, donc forcément, j'ai fait ça très, 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 très vite. En plus, bon, j'ai un petit peu l'habitude, donc c'est allé vraiment très vite. Donc, j'ai pu avoir, voilà, je voulais vraiment le tester, aller dans toutes les rubriques sur le chemin 1 étoile, sur le chemin 2 étoiles. Je sais que moi, quand je fais de la comptabilité carbone, je suis plutôt sur quelque chose de 8 à 9 mois entre le lancement d'une démarche. Mais là, je parle de l'utilisation de l'outil traditionnel, bilan carbone, marque bilan carbone. Je suis plutôt sur 8 à 9 mois.
en sachant que la récolte des données prend quasiment 2/3 du temps, donc peut-être parfois même un petit peu plus. Et ce que j'ai aimé justement dans cet outil-là, c'est qu'on est à un niveau première étoile qui permet vraiment de mettre un premier pied dans la comptabilité carbone sans être un spécialiste. Donc ça veut dire qu'on nous demande des choses qui sont relativement accessibles quand on a l'habitude du fonctionnement d'une association ou quand on a l'habitude de devoir fonctionner sa propre entreprise. Donc on a des données qu'on peut aller chercher très très vite. Donc il y a un côté aussi très efficace, très récompense, c'est-à-dire qu'on a des données, on a des chiffres qui apparaissent, ça bouge. J'ai trouvé que l'ergonomie était vraiment très sympathique, vraiment super accessible, facile. On est presque sur l'utilisation d'un smartphone. En fait, ça va vraiment très, très vite. On a des cases, des données, les petites explications, les infos. Et puis, j'ai creusé aussi tout ce qui a été travaillé par Lucas et son équipe, cette dimension de fiche derrière qui accompagne vraiment de façon très précise. Voilà les grandes pistes sur lesquelles vous pouvez aller pour corriger, pour agir. Elles sont là, 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 là. Et à vous derrière de faire, entre guillemets, vos courses, quoi, hein, pour savoir là où vous avez envie d'agir. Ah oui, complètement. On a essayé de le penser comme ça, hein, comme Sébastien l'a rappelé tout à l'heure. Il y a la plateforme Valores dédiée à la mesure de l'impact social. Et 3 ans plus tard, on la développe avec ce nouveau module. On a essayé de, voilà, toujours de rester sur un outil de premier pas et toujours un effet miroir avec ce qu'on a déjà réalisé précédemment. Je vois que le temps passe. Est-ce que vous avez peut-être un dernier conseil à donner aux utilisateurs qui souhaiteraient s'engager dans cette démarche-là? Bah, il faut y aller à fond en fait parce que l'intérêt des outils est de multiplier les outils qui sont quand même des outils de référence, puisque derrière, on est quand même sur les facteurs d'émission officiels, des choses très solides. Donc, c'est-à-dire qu'on a une grande technicité derrière avec un outil qui est relativement simple. Donc, il faut vraiment pas hésiter à y aller parce qu'on est aussi à l'échelle d'enjeux planétaires assez importants et qu'il faut prendre conscience qu'à notre petit niveau, à nous, dans les associations, dans les petites entreprises, on a un rôle vraiment fondamental à jouer et que cet outil-là permet de mettre un pied dans la comptabilité carbone. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du climat et appréhender le climat avec des outils comme celui-là, c'est quand même assez ludique. Et puis finalement, ça crée une énergie collective qui est assez passionnante. Ouais, je partage tout à fait et puis c'est en s'engageant dès maintenant qu'on va justement réussir du moins à anticiper les dérèglements, le dérèglement climatique de plus tard donc ça fait du bien d'entendre ce genre de témoignage. Sébastien, vous voulez peut-être réagir ou on peut passer à la clôture éventuellement du webinaire? On peut peut-être répondre à quelques questions qui sont sur le chat par rapport à l'intervention de Richard. Je pense qu'il y a 2-3 questions qui peuvent éventuellement sur est-ce que Richard a été formé particulièrement sur ce sujet? Est-ce qu'il est arrivé à réduire ses émissions pour répondre à la stratégie 2030-2050? Vous voyez ce genre de questions qui sont posées sur le chat. Alors, la formation, oui, je me suis formé, j'ai fait les 4 jours de formation officielle officielle de l'Institut de formation carbone, ce que quasiment tout le monde fait quand on se lance dans la comptabilité carbone et qu'on veut vraiment avancer sur l'exercice. Et c'est aussi pour ça, ce que j'ai peut-être pas dit, mais de faire un premier bilan carbone complet, c'est assez chronophage. J'ai plein d'autres choses à faire. Et donc, sur celui que je fais maintenant, qui est un bilan carbone beaucoup plus simple, je ne regarde que les 3 premiers pôles principaux qu'on a mis en avant avec le premier bilan et je vais regarder que cela parce que j'ai pas plus de temps que ça. Mais par contre, je le fais plus souvent. C'est-à-dire que tous les 2 ans, je vais vérifier si effectivement on en est où, on a dit qu'on allait faire ça, est-ce que ça produit un effet ou pas? Parce qu'un bilan carbone, c'est très bien, mais le plus important, c'est ce qu'on fait après, en fait, pour contrôler qu'on est sur la bonne voie et que ce qu'on a pensé être efficace l'est vraiment. Donc là, je ne peux pas vous dire si oui ou non ça marche. J'ai une petite idée, mais j'attends les résultats officiels. Donc, un bilan carbone, c'est très bien, mais ça devient une vraie stratégie au long terme. Et l'objectif de réduction de vos émissions au GAPAS, est-ce que vous pouvez éventuellement en dire un mot? Oui, on a un objectif absolument hallucinant, hein, je peux le dire. Parce que maintenant, plus j'avance, plus je me dis qu'il est vraiment hallucinant. C'est quand on ambitionnait en 2021 de réduire de 75% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030. Voilà, très, 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 très ambitieux, mais je pense que c'est en étant très ambitieux qu'on arrive peut-être à s'approcher de choses auxquelles on n'aurait pas forcément eu envie d'aller.
Donc, notre objectif à nous, c'est ça. Donc, on est un peu au-delà des 5% par an, puisqu'on est plutôt sur du 14% par an. Mais autant les premières années, ça va être facile. À la fin, je ne sais pas où on va aller les chercher, mais on va aller les chercher. On espère en tout cas que vous allez réussir à tenir ces ambitions. En tout cas, vous êtes bien lancé là-dedans, dans cette démarche. Du moins, merci beaucoup pour votre témoignage. Je le précise qu'il est à retrouver en ligne parce que vous avez contribué au site de l'Associatech du Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, qui, je le rappelle, est aussi partenaire du lancement de l'outil et plus largement de la démarche Objectif Transition 2025 qui vous a été rappelé par Dorothée Bedoc en ouverture de ce webinaire. Peut-être pour conclure, Dorothée, vous avez de nombreuses annonces à faire, notamment en ce qui concerne l'offre d'accompagnement. Donc, je vous en prie, si vous voulez prendre la main. Oui, tout à fait. Donc, ces actions se poursuivront au travers, je l'ai dit tout à l'heure, d'un parcours formation à la transition écologique pour les structures de l'ESS. Et on a, je crois, préparé peut-être une slide qui permet d'avoir des informations complémentaires. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est un peu ce que décrivait Monsieur Huet, c'est d'acquérir les compétences nécessaires pour mettre en place une démarche de transition écologique dans sa structure et d'en faire un levier de changement par le dialogue social dans l'entreprise. Ça a été souligné par plusieurs interventions. Il est nécessaire de mettre cette thématique au dialogue social pour permettre de traverser l'ensemble des préoccupations de l'entreprise. Donc, ces formations-là, on vient à vous pour vous les dispenser. Elles sont, c'est indiqué sur la slide, labellisées Lucie 26 000. Et on vient les mettre en place donc dans les 6 régions dans lesquelles nous sommes venus pour ces journées de sensibilisation dans le cadre du projet donc Objectif Transition 2025. Voilà, donc il y aura 4 journées de formation avec avec 2 sessions individuelles qui seront donc réparties sur la fin de l'année. C'est des formations qui sont dispensées pour les dirigeants et les référents des démarches environnementales au sein des entreprises de l'ESS. Et elles sont prises en charge par l'un des OPCO de l'ESS. On a l'AFDAS, on a l'OPCO Cohésion Sociale et il y a la possibilité également sur des fonds FNE d'aller émarger également pour les associations dépendantes de l'OPCO Santé. Voilà, donc vous pouvez nous approcher pour avoir plus d'informations. Pour ce qui est donc de l'autre mesure qui va nous permettre de poursuivre notre action pour soutenir vos démarches, ce sera une formation à proprement parler autour de la prise en main de l'outil, avec donc une formation qui permettra d'exploiter les ressources proposées et de mettre en place un plan d'action de réduction de ces émissions à effet de serre, de façon à pouvoir être capable d'établir une comptabilité carbone au sein de vos organisations. Il y aura 2 heures de e-learning en amont et puis une journée présentielle de façon à vous permettre donc de vous approprier cet outil-là. Les dates seront à fixer avec vous, donc il faut que vous nous fassiez parvenir vos demandes. Vous avez donc les liens pour vous inscrire de façon à ce qu'on puisse fixer les dates en fonction de vos demandes. Voilà pour la poursuite de nos actions, en plus donc de l'action prospective qui sera mise en place évidemment, comme annoncé tout à l'heure, avec des études en soutien de la continuité de cette démarche. Je pense qu'on a fait le tour pour les outils. Je regarde Sébastien Darigrand et Lucie, c'est bon. Écoutez, nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi ce webinaire, qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter. Nous espérons que l'ensemble de ces outils vous permettront de mettre en place les démarches de transition écologique à la hauteur de nos ambitions. Et nous vous donnons rendez-vous donc pour ces formations et ces outils de prise en main jusqu'à la fin de l'année, et on poursuivra, comme nous l'avons dit, en 2025. Merci beaucoup à tous et à bientôt.
Merci à toutes et à tous pour votre participation. C'est la fin de ce webinaire. Donc, on vous enverra bien évidemment toutes les informations, donc c'est-à-dire les offres de formation, d'accompagnement, mais aussi le lien vers Valores qui sera disponible dès ce soir. On a hâte que vous l'utilisiez. Voilà, vous allez recevoir toutes les informations ce soir ou demain. Donc voilà, toute notre équipe reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci pour votre participation et à très vite sur les réseaux de l'UDES et de ses partenaires.